Le 10 octobre 2025, un convoi silencieux traverse les faubourgs hors de Ouagadougou sous un ciel sans lune. Aucune cérémonie, aucun communiqué, seulement le grondement des moteurs venus de l'Est transportant des systèmes d'armes chinois évalués à près de 250 millions USD, une transaction financée par le Burkina Faso lui-même. Pourquoi la décision d'Ibrahim Traoré ce soir-là a-t-elle bouleversé l'équilibre de tout le Sahel? Parce que dans cette nuit, un mot a pris corps, souveraineté. Lorsque Ibrahim Traoré signe le contrat avec Norinco, il ne signe pas seulement un achat d'armes, il achète du temps, de la dignité et le droit d'agir sans tutelle. Le gouvernement du Burkina Faso annonce alors que l'opération sera financée par le Fonds national de souveraineté, créé en 2024 sans prêts étrangers ni dons conditionnés. Le bénéfice immédiat: restaurer le contrôle des provinces du Nord et protéger les routes de l'or et du coton, artère vitale de l'économie nationale. Le bénéfice stratégique: rompre le cycle de dépendance envers les missions internationales et montrer qu'un État sahélien peut définir seul sa sécurité. Les risques, eux, sont clairs: sanctions, isolement diplomatique, pression médiatique. Mais pour Traoré, la véritable perte serait l'inaction. Nous n'achetons pas la guerre, déclare-t-il. Nous achetons Nous achetons la capacité de nous défendre. Et dans cette phrase résonne tout un tournant, celui d'une Afrique qui choisit enfin l'initiative plutôt que l'attente. Le pari est risqué. La question demeure: le Burkina Faso pourra-t-il réellement écrire son propre avenir? Deux chiffres ouvrent la scène: 250 millions de dollars, valeur estimée du contrat, et 70 kilomètres, portée maximale des lance-roquettes SR-5 livrées par la Chine. Ces deux données résument à elles seules le basculement stratégique voulu par Ibrahim Traoré. En quelques mois, un pays autrefois dépendant des missions d'assistance occidentale finance, sur ses propres fonds, le plus vaste programme d'équipement militaire de son histoire. Ce financement provient du Fonds national de souveraineté, alimenté par les réserves d'or et les revenus d'exportation, non par la dette. Le message est limpide: passer du droit de demander protection au droit de se protéger soi-même. Avant cette nuit d'octobre 2025, la situation du Burkina Faso était désespérée. Le retrait des troupes françaises, la réduction des budgets européens et l'essoufflement des opérations américaines avaient laissé un vide sécuritaire béant. Les villages du Nord vivaient dans la peur permanente. Les routes commerciales n'étaient plus que des couloirs d'embuscade. Face à ce vide, le jeune capitaine pose la question fondatrice: faut-il attendre la protection ou la bâtir? La réponse se matérialise sous la forme d'une coopération discrète avec Pékin. Les véhicules VN-22B d'appui-feu, les mortiers automoteurs SM-6, les postes de commandement Voiles 551 et les camions EQ 2050 forment un écosystème complet de défense rapide, une première en Afrique de l'Ouest. Sous les phares des convois, une réalité nouvelle se dessine. L'Afrique ne supplie plus qu'on la protège, elle s'équipe pour exister. Les analystes y voient l'amorce d'une doctrine sahélienne de dissuasion. La capacité non pas d'attaquer, mais d'imposer le respect. Pour Ibrahim Traoré, c'est le début d'une ère où le continent cesse de réagir et commence à définir. La nuit fut silencieuse, mais le grondement qu'elle a engendré continue encore d'ébranler les certitudes du monde. Dans les semaines qui suivent la livraison, le capitaine Ibrahim Traoré devient le visage d'une Afrique qui ne s'excuse plus de vouloir se défendre. À Ouagadougou, son discours surprend autant qu'il galvanise. Il ne parle pas de revanche, mais de responsabilité. Nous ne remplaçons pas une tutelle par une autre, dit-il. Nous assumons notre souveraineté. Ces mots, sobres mais lourds de sens, marquent une rupture générationnelle, celle d'un dirigeant sahélien refusant le rôle de spectateur dans sa propre histoire. Très vite, les effets se font sentir. Dans les provinces du Nord, les patrouilles mixtes, désormais dotées d'équipements modernes, reprennent le contrôle des axes routiers abandonnés depuis des mois. Les habitants racontent la même scène: des véhicules portés flambant neufs, des soldats formés par des instructeurs locaux et un drapeau hissé sans escorte étrangère. Pour la première fois depuis longtemps, la population ne voit plus l'armée comme une force lointaine, mais comme une promesse tangible de sécurité. Ce changement dépasse la tactique. Il touche au moral collectif. La jeunesse burkinabé
souvent désabusé, découvre en Ibrahim Traoré une figure de continuité et de courage pragmatique. Dans les écoles militaires, on cite son nom non comme un mythe, mais comme un modèle. Les premiers rapports d'un ISEP hors du ministère de la Défense notent une baisse de 18% des incursions armées dans les 3 mois suivant le déploiement. Ce chiffre, modeste mais concret, symbolise ce que Traoré appelle le prix de la lucidité. Comprendre que la souveraineté se mesure moins en discours qu'en actes répétés. Ainsi commence le véritable test, transformer l'élan d'indépendance en stabilité durable. Tout commence dans le plus grand secret, au début de l'année 2025, alors que la plupart des chancelleries occidentales évoquent encore la transition la transition démocratique du Burkina Faso. Ibrahim Traoré travaille dans l'ombre à un plan de réarmement discret mais structuré. Janvier, des émissaires burkinabés rencontrent les représentants de Norinco à Addis Abeba. Février, un protocole confidentiel est signé à Pékin, engageant une première livraison avant la fin du 3e trimestre. Mars à mai, les infrastructures logistiques sont renforcées autour de Ouagadougou et de Kaya, sous couvert d'exercices conjoints. Le 10 octobre marque le tournant. Sous la couverture d'un convoi humanitaire, 28 véhicules blindés et pièces d'artillerie traversant la frontière. Aucun drapeau, aucune caméra. Seule la rumeur du moteur chinois brise le silence du Sahel. La cargaison comprend 6 véhicules d'appui-feu VN-22B, 4 lance-roquettes multiples SR-5, 6 mortiers automoteurs SM-6, 2 véhicules de commandement d'appui 551 et 14 obusiers SH-122. Ensemble, ils composent la première architecture de dissuasion intégrée jamais opérée par un État sahélien. Les jours suivants, les réactions s'enchaînent. À Washington, le département d'État parle d'influence stratégique préoccupante. À Paris, le ton est plus amer. La presse évoque la perte du dernier bastion francophone. Mais à Ouagadougou, la rhétorique est différente. Le gouvernement publie un communiqué bref. Le Burkina Faso décide en toute indépendance de garantir sa sécurité et celle de ses voisins. Novembre voit les premières démonstrations, des exercices conjoints avec le Mali et le Niger, prémisse de ce qui deviendra quelques mois plus tard l'Alliance des États du Sahel, AES. Des observateurs constatent que les nouvelles unités répondent plus vite, manœuvrent sur les mieux et coopèrent s'enchaînent de commandements étrangers. Pour Ibrahim Traoré, chaque étape suit une logique. Si nous attendons, nous dépendons. Si nous agissons, nous existons. Cette maxime devient le mantra de l'armée burkinabé. En décembre, les premières retombées économiques apparaissent. Les routes minières, jusque-là fermées par les attaques, rouvrent. Les exportations d'or augmentent de 12%. Dans les zones rurales, les marchés reprennent vie sous la protection des patrouilles nationales. L'année s'achève sur une image symbolique, un défilé militaire sobre, sans invités étrangers. Sur la tribune, Ibrahim Traoré lève la main, non pour saluer une victoire, mais pour annoncer une ère. Du fait accompli à la doctrine régionale, la chronologie est celle d'un basculement, d'une dépendance subie à une autonomie assumée. Et dans ce basculement, une certitude s'impose. Ce n'est pas la Chine qui a conquis le Sahel, c'est le Sahel qui a conquis le droit de choisir. Pour mesurer la portée réelle du virage initié par Ibrahim Traoré, il faut quitter le terrain symbolique et examiner les chiffres. Ensuite, les 250 millions USD estimés du contrat avec Norinco ne représentent que 1,4% du PIB burkinabé. Une proportion modeste si on la compare aux 3,2% consacrés annuellement à la défense par les puissances régionales. Autrement dit, un effort financier limité mais à fort rendement stratégique. Depuis la réception de la cargaison, les indicateurs sécuritaires montrent une inflexion claire. Le nombre d'attaques armées recensées dans les régions du Sahel et du Centre-Nord est passé de 118 incidents par mois en août 2025 à 73 en décembre, une baisse de 38% selon les données consolidées du ministère de la Défense. Cette amélioration n'est pas seulement statistique, elle correspond à une reprise effective du contrôle territorial sur près de 9000 km².
auparavant classée zone d'évitement. Deuxième donnée clé, la rapidité de réaction. Avant la réorganisation, le délai moyen d'intervention militaire après une alerte dépassait 90 minutes. Fin 2025, il tombe à 35 minutes grâce au nouveau réseau de coordination et aux véhicules de commandement Bölmbüse 651. Ce différentiel, un facteur 2,6, incarne concrètement ce que Traoré appelle la souveraineté opérationnelle. Sur le plan économique, l'impact est tout aussi visible. Les recettes en minière, principale source d'alimentation du Fonds national de souveraineté, ont progressé de 14% au dernier trimestre 2025, soutenant la capacité de maintenance du matériel importé et finançant la formation de 200 techniciens locaux spécialisés dans la mécanique lourde. Chaque dollar investi dans la défense génère, selon le rapport budgétaire du Trésor burkinabé, 1,7 $ de retour indirect par la sécurisation des routes et des échanges commerciaux. Mais la transformation la plus significative reste psychologique. Une enquête d'opinion menée à Ouagadougou et Kaya en janvier 2026 indique que 68% des répondants déclarent avoir davantage confiance dans la capacité de l'État à assurer leur protection, contre 29% l'année précédente. C'est cette confiance qui fonde le concept de dissuasion endogène formulé par les officiers du Sahel, posséder non pas la plus grande puissance de feu, mais la conviction qu'elle est nôtre. À ce stade, même les observateurs occidentaux les plus sceptiques reconnaissent une cohérence dans la méthode Traoré. Les investissements sont calibrés, les résultats mesurables et le coût de l'inaction, humain comme symbolique, devient insoutenable. Comme l'a résumé un colonel burkinabé, nous avons cessé de mesurer notre dépendance en dollars. Nous la mesurons désormais en minutes gagnées sur le terrain. Cette bascule des chiffres au sens du compte rendu à la preuve valide la thèse centrale. La souveraineté n'est plus un idéal abstrait, mais une équation que le Burkina Faso a commencé à résoudre. Depuis le tournant d'octobre 2025, les critiques se sont multipliées. Les chancelleries occidentales accusent Ibrahim Traoré d'avoir ouvert la porte à une dépendance chinoise déguisée. D'après elles, l'entrée des systèmes Norinco placerait le Burkina Faso dans une logique d'alignement stratégique à long terme, contraire à l'esprit de neutralité que le pays revendiquait. Elles avancent un second argument, le risque de surarmement. Dans une région déjà fragile, injecter des armes sophistiquées pourrait, selon Paris et Washington, accélérer la course à la militarisation du Sahel. Face à ces reproches, le gouvernement burkinabé répond par les faits. Premièrement, aucun prêt n'a été contracté. Toutes les transactions ont été réglées via le Fonds national de souveraineté, audité par la Cour des comptes. Deuxièmement, la coopération chinoise n'inclut ni base permanente, ni clause politique. Pékin vend, forme, mais ne dicte pas. À l'inverse, les missions occidentales tablent à exiger la validation préalable de chaque opération militaire locale, une tutelle que Traoré a jugée incompatible avec l'urgence sécuritaire. Les analystes africains, eux, soulignent un paradoxe. Ce que l'Occident appelle influence étrangère devient, dans le contexte sahélien, liberté de choix. En réalité, la manœuvre du Burkina Faso n'est pas une adhésion idéologique à l'Est, mais une réappropriation du marché mondial de la défense. Nous avons cessé d'être des élèves, nous sommes devenus des clients, confie un officier du haut commandement. Reste une question de fond. La nouvelle doctrine peut-elle durer sans dérive autoritaire? C'est là que Ibrahim Traoré tente de distinguer puissance et domination. Sa ligne, une armée disciplinée, encadrée par le droit national et tenue de rendre des comptes. À ceux qui redoutent une militarisation du pouvoir, il oppose une équation simple. Une force sans contrôle détruit, une force maîtrisée protège. Ainsi, la méthode Traoré ne repose ni sur la confrontation ni sur la soumission, mais sur la restauration d'un équilibre, celui où la souveraineté se prouve par la responsabilité. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise. Cette phrase prononcée par Ibrahim Traoré lors d'un briefing interne en décembre 2025 marque le point médian du récit. Elle condense l'évolution du capitaine, de l'officier insurgé au stratège d'État. Car au moment où la plupart des observateurs voient dans le partenariat avec la Chine une dépendance nouvelle,
Traoré y voit un laboratoire de transformation. Derrière les chars et les obusiers, il construit une doctrine, celle d'une autonomie concertée. Chaque livraison d'équipement est assortie d'un transfert de compétences. Chaque exercice militaire devient un test de coordination régionale. Le tournant est symbolique. L'armée du Burkina Faso n'est plus un corps d'exécution, mais un centre de commandement africain intégré au dispositif de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les officiers maliens et nigériens participent désormais aux simulations à Ouagadougou. Les communications passent sans supervision étrangère. Ce n'est plus une coopération, mais un continuum. À ce stade, le récit dépasse le national pour entrer dans le continental. L'Afrique ne se contente plus de réagir. Elle rédige son propre manuel de défense. Les effets de pied du virage opéré par Ibrahim Traoré dépassent désormais les frontières du frontières du Burkina Faso. Ce qui avait commencé comme une décision nationale s'est mué en une transformation régionale profonde. Pour les nations, l'Alliance des États du Sahel, AES, formée avec le Mali et le Niger, fonctionne aujourd'hui comme un bloc de sécurité unifié. Les trois armées partagent un réseau commun de renseignement, un commandement intégré à Niamey et un fonds de souveraineté commun estimé à 3 milliards USD, alimenté par l'or burkinabé, l'uranium nigérien et les revenus agricoles maliens. Ce n'est plus une addition de fragilité, mais une mutualisation de résistance. Du côté des entreprises, la stabilisation des routes minières a relancé les exportations. Plus 18% pour l'or, plus 9% pour le coton sur les 6 derniers mois de 2025. Les zones industrielles de Bobo-Dioulasso et de Fada Ngourma, autrefois désertées, voient revenir les capitaux régionaux. Des partenariats locaux remplacent les OPPA et les opérateurs européens. Les marchés se financent désormais par des consortiums africains. Quant aux citoyens, le changement se mesure en gestes simples. Marchés ouverts, trajets scolaires redevenus sûrs, routes éclairées à nouveau. Une enquête menée en janvier 2026 montre que 71% des Burkinabés estiment vivre plus libre qu'un an plus tôt. La souveraineté cesse d'être un mot de discours pour devenir une expérience quotidienne. Enfin, pour la région, dans les capitales voisines, le modèle AES inspire. Le Tchad et la Mauritanie ont entamé des discussions préliminaires pour rejoindre certaines initiatives logistiques, tandis que le Sénégal observe avec prudence mais intérêt. À Washington et à Paris, les chancelleries redoutent moins une influence chinoise qu'un précédent africain, celui de nations capables de décider sans intermédiaire. Mais tout n'est pas stabilité. Le coût annuel du dispositif AES dépasse 1,1 milliard USD, un fardeau considérable pour des économies encore fragiles. Traoré le sait. Sans discipline et transparence, la puissance nouvelle peut vite se transformer en fardeau politique. C'est pourquoi il crée un conseil de responsabilité défensive, organe mixte civil-militaire chargé de contrôler chaque opération et chaque dépense. Il ne s'agit plus seulement de gagner la guerre, mais de mériter la paix. En définitive, le plus grand changement n'est ni militaire ni économique, il est psychologique. L'Afrique découvre qu'elle n'a plus besoin de permission pour agir. Et cette prise de conscience vaut bien plus qu'une cargaison d'armes. C'est le véritable armement intérieur d'un continent. Au seuil de 2026, 3 trajectoires se dessinent. Pour le Burkina Faso et l'Alliance des États du Sahel. Ibrahim Traoré, pragmatique, les évoque non comme des prophéties, mais comme des hypothèses à gérer. Imaginons alors la stabilité consolidée dans le scénario le plus probable. Si la coopération militaire et logistique reste fluide, l'AES pourrait atteindre un taux de sécurisation de 80% du territoire burkinabé d'ici la fin de l'année. Les retombées économiques suivraient plus 10% d'exportations minières, plus 6% d'emplois industriels. Dans ce cas, le modèle sahélien de défense mutuelle deviendrait une référence continentale. Pékin continuerait d'assurer le soutien technique sans emprise politique visible. Imaginons alors l'essor maîtrisé dans l'hypothèse la plus favorable. Les 3 États en consolident leurs capacités industrielles
et crée avec l'appui du Fonds de souveraineté une ligne d'assemblage régionale pour véhicules blindés légers. L'objectif, produire localement 30% du matériel d'ici 2027. Un tel succès amplifierait le capital politique d'Ibrahim Traoré et renforcerait l'idée d'une autonomie fonctionnelle africaine, un modèle de coopération sans tutelle. Imaginons alors la turbulence dans le scénario le plus critique. L'Alliance subit des tensions internes, inflation, divergence doctrinale, fragilité institutionnelle, des retards de paiement ou des scandales de gouvernance mineraient la confiance publique. Dans ce scénario, les bailleurs régionaux hésiteraient, les chaînes logistiques se fragmenteraient et l'opposition intérieure pourrait utiliser la question militaire pour contester le pouvoir. Entre ces trois voies, la clé reste la même, la discipline. Ibrahim Traoré résume ce principe par une formule devenue maxime. Si nous voulons durer, il faut transformer la victoire en méthode. Autrement dit, la réussite ne dépend plus du volume d'armes reçues, mais de la rigueur avec laquelle elles sont employées. Le choix appartient désormais au Sahel. Continuer à dépendre du regard des autres ou assumer pleinement le sien. Car au fond, la véritable bataille des 12 prochains mois ne se joue ni sur le terrain, ni dans les chancelleries. Elle se joue dans la constance morale de ceux qui dirigent. Le succès d'un projet politique ne se mesure pas seulement en armes ni en chiffres, mais en adhésion. Ibrahim Traoré l'a compris. Une souveraineté qui ne parle pas à ça au peuple reste une abstraction. Depuis début 2026, les campagnes d'information du gouvernement misent sur la pédagogie plutôt que la propagande. Des documentaires courts expliquent le fonctionnement du Fonds national de souveraineté, des radios locales diffusent des entretiens avec des soldats revenus du front, et les écoles organisent des journées de la résilience. L'objectif, faire comprendre que la sécurité n'est pas un spectacle, mais un effort collectif. Les premières études soulignent d'opinion confirment les faits. 64% des Burkinabés déclarent se sentir impliqués dans la défense nationale, contre 22% l'année précédente. Dans les marchés, on parle d'Ibrahim Traoré comme d'un homme qui ne promet pas, mais qui agit. Dans les universités, les débats s'ouvrent sur la souveraineté pratique, un concept qui mêle économie, citoyenneté et défense. La communication institutionnelle s'humanise. Des portraits de femmes ingénieurs d'alliés de l'armée ou de techniciens formés en Chine circulent, donnant un visage civil à la transformation. Au-delà du pays, le message touche la diaspora. Des Burkinabés installés en Europe ou au Canada participent désormais aux levées de fonds pour l'éducation et les soins des familles de soldats. L'idée de protéger son pays sans attendre l'aide d'autrui inspire une fierté nouvelle. C'est là que réside la vraie victoire d'Ibrahim Traoré. Avoir fait de la souveraineté non une posture militaire, mais une émotion partagée. La population n'obéit plus par peur, elle collabore par conviction. Et cette confiance, plus que tout arsenal, devient le moteur silencieux d'un État en reconstruction. Pour Ibrahim Traoré, la consolidation du pouvoir ne peut exister sans une méthode mesurable. C'est pourquoi, dès janvier 2026, un plan en 5 étapes a été adopté par le Conseil de défense et de sécurité nationale. Une feuille de route conçue pour transformer la victoire militaire en gouvernance durable. Ensuite, institutionnaliser la transparence. Création du Conseil d'accomptabilité défensive, organe mixte civil-militaire chargé de publier 2 rapports PIAS par an sur l'usage des fonds et la conformité des opérations aux normes humanitaires. Ensuite, localiser la maintenance. À Bobo-Dioulasso, un centre de formation technique assemble déjà des pièces pour véhicules VN22B et SR5. L'objectif, atteindre 40% d'autonomie logistique d'ici 2027. Ensuite, étendre la coopération régionale. Les instructeurs maliens et nigériens rejoignent désormais les sessions de commandement à Ouagadougou. À terme, la coordination AES devrait couvrir 90% des frontières communes. Ensuite, réinvestir les gains économiques. Une part fixe de 15% du budget de la défense sera reversée au financement des infrastructures civiles, écoles, dispensaires, routes agricoles. Traoré le répète, une armée forte n'a de sens que dans un pays debout. Ensuite, évaluer, ajuster,
Rendre compte. Chaque semestre, un audit externe évaluera l'efficacité du dispositif et proposera des ajustements de doctrine. L'armée devient ainsi un laboratoire de gouvernance, non un outil de prestige. Cette démarche unique dans le Sahel symbolise l'ambition de Ibrahim Traoré. Prouver que la souveraineté ne s'improvise pas, elle se planifie. La victoire de la nuit d'octobre n'était qu'un début, la vraie bataille est celle de la continuité. Sur l'esplanade militaire de Ouagadougou, un drapeau flotte dans le vent chaud du soir. Ce n'est plus un symbole d'attente, mais de constance. Ibrahim Traoré, vêtu simplement, observe les jeunes recrues saluer sans escorte étrangère. Leur discipline silencieuse vaut tous les discours. Ce moment renvoie à une image du passé, celle du convoi de la nuit du 10 octobre 2025. Les moteurs ont cessé de gronder, mais leur écho résonne encore, non dans le métal, mais dans les consciences. Car ce que cette nuit a livré au Burkina Faso, ce n'est pas seulement des armes, c'est une idée, celle que la dignité peut se financer. Aujourd'hui, les routes sont rouvertes, les écoles reprennent vie, et les regards portent plus loin que la peur. Traoré le dit souvent, la force d'une nation ne se mesure pas à ses canons, mais à la manière dont elle les garde silencieux. Ainsi se boucle le cercle, du secret à la clarté, de la dépendance à la maîtrise. Et dans ce silence lucide, le Burkina Faso n'attend plus l'histoire, il la construit. Le Burkina Faso entre dans une ère nouvelle, non pas de triomphe, mais de lucidité. Ibrahim Traoré sait que la souveraineté véritable n'est pas une ligne d'arrivée, mais une discipline quotidienne. Derrière les uniformes et les discours, il reste une tâche immense, transformer la force en confiance, la confiance en progrès. L'Afrique entière observe. Dans les rues de Bamako, de Niamey ou de Ouagadougou, on murmure la même phrase « Nous n'attendons plus qu'on nous sauve ». Cette conscience partagée est le véritable moteur de la révolution silencieuse qui traverse le Sahel. Aux sceptiques, Traoré répond par une question simple. Et si l'indépendance n'était pas un don, mais un devoir? Cette question, chacun peut désormais se la poser, au-delà des frontières et des idéologies. Car le soir où le convoi chinois franchit les portes du Burkina, ce n'est pas seulement une armée qui s'est éveillée, c'est un continent qui a respiré. Et peut-être, dans ce souffle, commence enfin le futur.